Salut à tous, ici Jérémy alias Mister Cool pour la chaîne Canal Or Café. Merci déjà d'être venu sur la chaîne pour regarder ce nouvel interview. Et aujourd'hui, je suis content d'inviter un joueur extrêmement compétitif qui gravite dans le monde du TCG depuis un long moment. Et je suis très content d'accueillir Fabrice. Salut Fabrice, comment vas-tu ? Salut Jérémy, merci à toi de m'avoir invité. J'ai vu que tu avais interviewé des gros youtubeurs comme ValetPL ou de gros joueurs comme Raclem ou Q. Donc ça me fait plaisir d'être parmi ces noms-là. Pas encore, merci à toi Fabrice. Tu es très modeste et tu te sous-estimes, je crois, car tu es un grand joueur et tu nous parleras de tes tournois et tout ça juste après. Déjà, peux-tu te présenter brièvement, ton âge, ton pseudo ? Je voulais pas l'annoncer moi-même, je te laisse le faire. Ta profession actuelle ou la profession que tu avais avant, par exemple, si ça te dérange pas d'y répondre. Alors mon pseudo c'est Fablor, mon vrai nom c'est Fabrice Laurent, donc tu prends les 3 premières lettres du prénom et du nom, Fab, Lor, ça fait Fablor. Voilà, le pseudo était vite trouvé comme ça. J'ai 50 ans, donc je suis sûrement le plus vieux de toutes les personnes que tu as interviewées jusqu'à maintenant. D'ailleurs, en tournoi, les gens qui m'ont vu m'ont plus vu comme ça, voilà, avec des lunettes de papy, que sans. J'habite à Léognan, qui est une petite ville à côté de Bordeaux, que les amateurs de vin doivent connaître. Voilà, et professionnellement, actuellement je suis en reconversion professionnelle. Je travaillais dans un grand groupe alimentaire français, mais voilà, suite à quelques difficultés financières, ils ont décidé que mon métier de merchandiser, on pouvait s'en passer. Donc voilà, tous les merchandisers de la boîte et les promoteurs de vente ont été supprimés. Donc on se retrouve en reconversion professionnelle. Moi, ça m'a permis concrètement d'avoir un petit peu de temps pour faire tous les challenges européens. Et puis maintenant, j'ai repris mes études à 50 ans. Je fais de la chimie, de la biochimie, de la biologie. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, là, je pars une semaine à Paris faire de la microbiologie. Je vais avoir un petit tube à essai avec une bactérie mystère à l'intérieur. Il va falloir que je trouve quelle est la bactérie à l'intérieur. Ok, très intéressant tout ça. Merci de m'avoir partagé ces infos, c'est super. Et étais-tu un ancien joueur de TCG quand tu étais plus jeune ? Est-ce que tu as démarré Magic ou après tu as enchaîné, je ne sais pas, les Yu-Gi-Oh, les Dragon Ball, les Pokémon, ce genre de TCG ou plutôt juste Magic ? Alors, est-ce que j'étais un joueur de TCG dans ma jeunesse ? Dans mon enfance, non, parce que les TCG n'existaient pas encore. Magic est apparu, j'avais déjà 19 ans. Donc mes premiers souvenirs de cartes, je pense que c'était à la fac. Je voyais des gars au foyer qui étaient regroupés autour d'une table et qui jouaient aux cartes. Donc on regardait ça avec curiosité, mais et un petit peu d'envie quand même. Mais voilà, donc je pense que c'est la première fois que j'ai vu une carte. Mais après, mes premières cartes, j'ai dû les avoir vers 26-27 ans, quelque chose comme ça. Ça doit être un cadeau de Noël de ma femme, qui m'a offert un deck préconstruit Magic, donc en Noël 2000-2001, je pense. J'ai essayé de lire les cartes. Il y avait à l'époque, donc c'était un deck préconstruit avec un CD-ROM pour apprendre les règles du jeu. Donc j'avais trouvé ça super intéressant, mais un petit peu compliqué quand même. Magic, il y avait beaucoup de règles. C'était pas encore... Il y a eu des simplifications depuis. Là, c'était vraiment assez compliqué, je trouve. Et ma femme m'avait offert le jeu, mais s'y intéressait pas trop. Donc j'ai dû faire 2-3 parties avec elle, et puis j'ai mis ça de côté. Et après, j'ai attendu d'avoir 2 enfants et que le dernier marche pour me décider à aller dans une boutique de jeux et à essayer le jeu, quoi. Et j'avais donc 35 ans. Donc certains d'entre vous sont plus jeunes que ça.
Et moi, voilà, j'ai commencé donc ma première partie de Magic, je l'ai fait à 35 ans. Et donc, ça fait 15 ans et j'ai toujours pas arrêté depuis. Et comment as-tu découvert ce jeu, l'Orcana, cet univers, tout ça? Est-ce que tu étais passionné de Disney? Comment l'Orcana est arrivé dans ta vie? Alors, l'Orcana, je ne me rappelle plus trop quand est-ce que j'en ai entendu parler pour la première fois, mais c'était avant, bien avant août 2023. Je me suis dit, bah, tiens, ça va être l'occasion de me mettre à un jeu de cartes dès le départ. Parce que c'est vrai que Magic, en commençant donc en 2010, bah, j'avais pas mal de retard. Le jeu avait déjà 17 ans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le compétitif. Et quand on arrive au milieu d'un jeu qui est déjà bien installé, bah, c'est difficile de rattraper son retard. J'avais toujours des decks préconstruits, des decks pas méta. Donc là, je me suis dit, c'est l'occasion de commencer dès le départ. Et puis, comme je fais, comme tu sais, quelques vidéos YouTube, bah, je me suis dit, bah, en profiter pour être un des premiers à en parler. Et puis, je crois que j'ai rien fait à fond, ni me lancer dans le compétitif à fond, ni le YouTube à fond. Donc voilà, j'ai fait l'avant-première de chapitre 1. Je crois que j'ai fait un draft en chapitre 2. Et puis je m'y suis vraiment mis au chapitre 3. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en mars, il venait d'annoncer les challenges. Et je me suis dit, tiens, ben, ce serait peut-être l'occasion de m'y mettre. Il va y avoir le challenge de Lille, il va y avoir les tournois Stitch. Donc je vais peut-être commencer à m'y intéresser sérieusement, mais bon, j'ai pas beaucoup de cartes. Et à côté de ça, je jouais encore à Magic et il y avait un gros tournoi qui était... il y avait des qualifiers pour se qualifier pour Naples. Et en fait, j'ai perdu en demi-finale de ce tournoi. Et le tournoi de Naples se déroulait en même temps que le challenge de Lille. Donc je me suis dit, bah, puisque je suis éliminé et que je ne pourrai pas aller à Naples, autant tenter ma chance et essayer d'aller à Lille. Et donc j'ai fait partie, je me suis inscrit, j'ai fait partie de ceux qui ont été les plus rapides pour s'inscrire à Lille. Et j'ai rejoint la communauté bordelaise de l'Orcana, une très grosse communauté et très accueillante communauté qui m'a tout de suite proposé de me prêter un deck pour que j'essaie. Et j'ai vu assez rapidement que je pourrais avoir le niveau pour être performant à l'Orcana. Et donc c'est surtout le fait qu'il y ait un circuit compétitif à l'Orcana qui s'organisait et qu'à Magic, on a plutôt l'impression que le compétitif est laissé à l'abandon. Donc voilà, je suis venu sur l'Orcana, je le regrette pas du tout. J'ai rencontré une très belle communauté et je pense que j'y resterai encore longtemps. Oui, en effet, la communauté autour de l'Orcana est assez sympathique et c'est pour cette raison aussi que j'aime bien jouer à ce jeu et que pour l'instant je continue aussi et on verra jusqu'où ça ira. Et peux-tu me dire tes expériences ou ton expérience dont tu es le plus fier depuis que tu joues à l'Orcana, que ce soit lors de tes challenges ou tournois boutiques ou un autre moment dans l'Orcana qui a peut-être rien à voir avec ces tournois, mais qui t'a peut-être marqué? Alors ce dont je suis plus fier à l'Orcana, il y a peut-être deux choses. La première, c'est la performance, parce que du coup, je suis allé à Lille, en fait, je suis allé à Lille, j'ai fini 70e, donc j'ai gagné la Let It Go. Derrière, je suis allé à Borum, j'ai fini 35e, donc j'ai gagné une nouvelle Let It Go et une Cendrillon. Et après, du coup, je suis allé, j'ai fait tous les challenges européens, j'ai fait Bologne et Birmingham. Et à Borum, je suis même passé en stream. Je suis passé sur le stream officiel, donc si vous voulez voir mon match, vous tapez sur YouTube ronde 8 l'Orcana Borum et vous tomberez sur mon match. Donc c'était vraiment un très très bon souvenir.
j'ai gagné le match, donc c'est encore un meilleur souvenir. Mais voilà, donc arrivé 70e à Lille, j'étais très, très heureux. Et Borum, le fait de faire encore un petit peu mieux, pour moi c'était vraiment très important parce que arriver à faire un gros résultat en tournoi, on peut se dire qu'on a eu de la chance, que tout s'est bien aligné, mais réitérer l'exploit et même un petit peu mieux, voilà, le faire 2 fois, c'est pas que de la chance, ça veut dire que quelque part on l'a mérité. Donc voilà, je suis très très heureux d'avoir fait ce top 64 à Borum. Et donc la deuxième chose dont je suis assez fier, c'est que en fait j'ai fait tout ça depuis le mois de juillet. En fait, j'ai dépensé à l'Orcana 40 €. Je suis allé à Borum, à Bologne, à Birmingham, à Angers, à Paris, et là je retourne à Paris pour les LCQ. Et donc tournoi, déplacement, hébergement, nourriture, achat de cartes, tout ça depuis juillet, j'ai dépensé 40 €. Donc on le sait tous, c'est une passion qui est très chère. Et donc le fait de pouvoir faire ça gratuitement, voilà, ça m'a permis de vivre ça pleinement. Parce qu'en fait, je suis pas du tout collectionneur, je suis vraiment compétiteur. Et donc mes 2 Let It Go et ma Cendrillon, je les ai revendus. La Let It Go, la première, je l'ai vendue 600 € sur eBay. Et les 2 autres cartes, je les ai revendues à Borum dès le lendemain à un Anglais qui a une boutique card market et qui me les a rachetées 1400 €. Donc voilà, ça m'a permis, voilà, à chaque fois que je gagne des grosses cartes comme ça, je les revends et ça me permet de jouer à ma passion gratuitement et donc de ne pas prendre de l'argent à ma famille. Et pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est une bonne mentalité à avoir, de ne pas se ruiner avec ce jeu de cartes. Moi, je découvre le TCG et je suis un peu effaré des fois de voir le tarif de certaines cartes, le prix d'un deck. Moi qui viens un peu plus des jeux de société, donc quand il y avait une boîte qui coûtait 30 ou 40 €, je me disais, tiens, c'est déjà un jeu assez cher. Mais bon, en jeu de société, on peut monter à 80. Là, j'y allais doucement. Et là, quand je me rends compte que tu peux avoir ce genre de prix pour une seule carte, et quand on monte sur des decks qui vont dans les 600-700 € tout le deck, ouais, c'est incroyable. Donc oui, c'est une bonne stratégie finalement de vendre ses cartes, de racheter et de pas trop dépenser. Bravo à toi, faut que je fasse la même chose, je pense. Et peux-tu me dire quel est ton deck ou tes decks préférés jusqu'à présent, et quelques mécaniques que tu apprécies? Je sais que tu joues ce violet-vert depuis un petit moment, mais peut-être que ça a changé. Alors mon deck préféré, c'est vert-violet. On va même dire peut-être que c'est mon seul deck, parce que depuis le mois de mars, je joue vert-violet. Je crois que j'ai fait juste une petite exception de 3 semaines pour Bologne. J'ai joué rouge-violet, donc c'est toujours à peu près quand même la même mécanique, hein, vert-violet Boons ou rouge-violet avec le Boons. C'est vraiment le Boons, oui, c'est vraiment la mécanique qui me plaît dans ce jeu. Moi déjà à Magic, je jouais des jeux avec des créatures, et donc à l'Orcana, c'est là où je me sens le plus à l'aise. En fait, quand je suis arrivé sur l'Orcana, on m'a prêté, donc la communauté bordelaise m'a prêté un rouge-violet pour que j'essaie. Et dès la deuxième partie, j'étais parfaitement à l'aise avec le deck et j'ai senti que c'est le Boons que j'avais envie de jouer. J'ai regardé un petit peu les decks qui fonctionnaient. Et il y a un joueur qui s'appelle Mouche, qui est un ancien joueur de Magic. J'ai vu qu'il avait fait une grosse performance. Il a gagné un tournoi à plus de 100 joueurs sur Paris, je crois. Et il jouait vert-violet. Et je me suis dit, voilà, un ancien joueur de Magic qui joue vert-violet, ça me tentait. Donc je me suis dit, je vais jouer la même chose que lui, puis je vais bien voir. Et donc voilà, c'est là que j'ai gagné mon Stitch en boutique. Donc je me suis dit, voilà, c'est un deck qui me plaît. Je l'ai repris pour Lille, donc j'ai fait 70e. Je l'ai repris pour Borum
C'était un peu plus chaud parce qu'il y avait déjà il y avait Bucky, donc j'ai eu la chance de les éviter. J'en ai pris que 2 dans le tournoi. Le premier, j'ai réussi à faire match nul. Le deuxième, c'était en top 64 contre Adrien, qui est un joueur belge qui est allé jusqu'en demi-finale du tournoi. Donc voilà. C'était un deck qui me correspondait bien, mais qui était trop faible contre Bucky Discard. Donc c'est pour ça que je suis parti sur rouge-violet à Bologne. Mais bon, c'était la même chose, hein. Rouge-violet contre Discard, c'était pas super. Et là, Bologne, j'en ai pris 4 et j'ai pas réussi à m'en sortir. Bon, j'ai quand même fait 3 centièmes, j'ai perdu la Let It Go à la dernière partie, donc c'était quand même pas un mauvais tournoi. Ah bah non, c'est pas du tout un mauvais résultat quand même, hein. Vraiment, vraiment. Et si tu devais choisir une seule encre dans l'Orcana, tu choisirais quelle couleur? Même si j'ai déjà quelques infos sur ta réponse. Donc si je devais choisir une seule couleur d'encre, hein, sans surprise, ce serait la couleur violet pour ces créatures avec effet d'arrivée en jeu, notamment le Boons. Et donc Fabrice, pourrais-tu me dire quelles sont tes 3 cartes favorites actuellement dans l'Orcana? En tout cas, celles qui te viennent à l'esprit, que tu aimes jouer, ou alors que tu as vu dans ce nouveau chapitre ou dans les autres chapitres. Alors mes 3 cartes préférées, je dirais les Ondins ensorcelés, parce que contre rouge-bleu, il y a eu un moment très appréciable où quand on posait Ondin tour 1, on voyait la petite goutte de sueur qui perlait sur le front du joueur de rouge-bleu parce qu'il savait que là, ça allait être très compliqué. J'ai gagné beaucoup de parties en étant très agressif grâce à cette carte. Ensuite, il y a Merlin Lapin, parce que bon, Merlin Lapin, il arrive tour 4, il pioche, il s'en va, il pioche, on le bounce, il pioche, donc voilà, c'était une très bonne créature. Et la troisième carte que je citerai, c'est Mime Renard, parce que bon, voilà, Mime Renard, c'est une 4-3 pour 3 qui a charge, qui bounce une créature. Donc c'est vraiment une créature qui fait tout ce dont on a envie. Elle arrive, elle bounce un lapin, on pioche, elle va taper la créature adverse, elle va pas mourir. C'est vraiment une très très bonne créature et j'espère qu'elle subira pas le même sort que Bucky. Et si tu me reposes la même question dans quelques mois, peut-être que dans ma liste il y aura Gogo Tomago, qui est une carte du chapitre 6 là qui arrive. Je la vois très très bien, notamment contre rouge-bleu ou contre bleu-gris, contre un Tamatoa, quelque chose comme ça. Faire gagner 5, 6, 7 points de l'or d'un coup et renverser des parties qui semblaient totalement perdues sur un top deck. Et donc, peux-tu me dire ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas dans l'Orcana? Et ça peut être vraiment à tout point de vue, au niveau de la communauté, des mécaniques de jeu, je sais pas, moi, la politique marketing de Ravensburger, ou ce que tu as envie de me dire. Alors, ce que j'aime le plus dans l'Orcana, je pense que je veux dire la communauté qui est vraiment accueillante et qui est vraiment bon enfant. Moi, j'ai l'habitude des gros tournois Magic. Je faisais beaucoup de grands prix. Et on avait l'habitude de dire que plus le niveau montait, plus on arrivait dans les hautes tables, et plus l'ambiance était détestable. À l'Orcana, voilà, même quand on se retrouve dans les premières tables, il n'y a pas du tout le même état d'esprit et franchement c'est vraiment appréciable. Et ce qui est appréciable également, c'est le fait qu'il y ait au moins 20% de filles dans les gros tournois. Et à Magic, un tournoi de 2000 joueurs, si on a les 20 filles, c'est vraiment beaucoup. Tandis que là, on a une communauté féminine très très importante. Et moi je suis pour qu'il y ait le plus de profils différents dans les tournois, donc ça me fait très plaisir de rencontrer plein de mondes différents et plein de filles lors de ces tournois. Par contre, ce que j'aime pas du tout à l'Orcana, qui arrive de plus en plus,
c'est lors de ces mêmes gros tournois, en fait, à partir de la ronde 7, c'est plus du jeu, c'est de la négociation. On sait que à partir de la ronde 7, les matchs nuls, surtout quand ça se déroule en BO2, les matchs nuls valent tellement moins qu'une victoire que tout le monde négocie pour qu'il n'y ait pas de match nul. Et moi j'estime que si tu veux te qualifier, t'as qu'à gagner. Si tu fais match nul et que ça t'élimine ton adversaire et toi, c'est que tu méritais pas de passer. Il faut savoir que quand tu négocies comme ça et que un des deux marque plus de points, c'est-à-dire que tu prends la place de quelqu'un d'autre à une autre table qui lui a peut-être gagné sa place en gagnant ses matchs, quoi, et peut-être en faisant plus de défaites, mais voilà, donc j'aime pas Dans tout autre sport, un arrangement des scores, ce serait disqualification des deux équipes ou deux joueurs, et on n'y trouverait rien à y redire. Mais là, voilà, j'aime pas du tout ce qui se passe là en ce moment. Et même si personnellement, moi, ça m'a porté préjudice, puisqu'à Lille, à la ronde 8, je fais match nul contre Queen Miamiabou, que j'ai vu interviewer il n'y a pas très longtemps. On fait match nul à la ronde 8, ça nous élimine tous les deux, mais bon, on n'a pas pris la place de quelqu'un d'autre qui l'avait peut-être gagné en gagnant son match. Et à Bologne aussi, en ronde 8, je fais match nul, ça m'élimine. Et en plus, derrière, je perds la ronde 9, donc je perds et la qualif et la Let It Go. À Lille, j'ai quand même réussi à gagner la ronde 9, donc j'ai gagné la Let It Go. Mais voilà, donc moi j'estime que si je veux me qualifier, je n'ai qu'à gagner mes matchs. Et si je fais match nul, tant pis, c'est match nul, ça m'élimine. Mais je ne veux pas jeter de dés avec mon adversaire pour définir un score autre que ce qui est vraiment arrivé. Donc j'espère qu'à l'avenir, Ravensburger trouvera un moyen de faire autrement pour que... Voilà, parce que vraiment, là, à partir de la ronde 7, ça devient une autre ambiance. Même si ça reste bon enfant, même si ça reste dans le respect de l'autre, moi, j'aime pas trop. Voilà, j'aime même pas du tout. Donc voilà, si vous me rencontrez à la ronde 8 d'un gros tournoi, il faut vous attendre à ce que je veuille jouer le match. Et accepter le résultat final. Ok. Alors une question que j'aime beaucoup poser à tous les joueurs qui jouent au TCG et à l'Arcana, c'est une question au niveau de la psychologie. Est-ce que tu penses qu'il faut avoir une psychologie particulière, voire innée, pour être bon joueur, très bon joueur au TCG ou à l'Arcana, ou simplement la pratique suffit à progresser? Tu en penses quoi? Est-ce qu'il faut une psychologie particulière? Mais je n'en ai aucune idée. Je vais te dire, ça fait 15 ans que je fais du compétitif et j'ai croisé tout un tas de profils à Magic ou à l'Arcana et j'ai pas l'impression qu'il y en ait un qui ressorte. Donc je pense qu'il faut aimer se triturer les méninges, il faut aimer résoudre les problèmes. Mais est-ce qu'il faut une psychologie particulière, je sais pas, il faudrait que tu fasses une étude sociologique, mais là franchement malheureusement je pourrais pas te répondre. Alors oui, la pratique régulière va forcément faire progresser tous les joueurs. Quand on est débutant, une pratique régulière ça va permettre de faire un bond en avant extraordinaire. Quand on est bon joueur ou très bon joueur, la pratique régulière va faire gagner quelques peut-être petit pourcentage ou se maintenir, parce que quand on est bon joueur, quand on arrive à un bon niveau et qu'on arrête de s'entraîner, on peut régresser. Bon, du coup, tu as quand même répondu un petit peu, puisque tu évoquais le fait d'aimer se triturer les méninges. Donc c'est déjà un aspect psychologique que certaines personnes ont ou n'ont pas. Je pense que moi, je suis pas quelqu'un qui aime vraiment me triturer les méninges tout le temps. C'est pour ça que je pense que des fois, quand je joue, je fais peut-être pas les meilleurs choix. Mais en tout cas, oui, tu as raison, il faudrait faire une étude sociologique, mais je n'ai pas le temps de faire ça.
Aurais-tu des conseils ou des petits secrets ou astuces pour progresser à l'Orcana que tu pourrais nous partager? Que ce soit pour les débutants, pour les joueurs déjà compétitifs, car c'est toujours intéressant d'avoir des petits tuyaux, même des choses qui peuvent te sembler évidentes, c'est toujours bon à prendre. Alors si j'ai des conseils à donner, ce qui avait très bien fonctionné pour moi à Lille et Borum, c'est d'avoir une bonne hygiène, je dirais. Le jour du tournoi, en fait, c'est des tournois, donc on est 2000, ça fait beaucoup de monde, ça fait beaucoup de bruit, ça fait... tout simplement, en fait, 2000 personnes dans une salle qui respire de l'oxygène, ben, ça produit beaucoup de dioxyde de carbone, et donc si vous voulez que votre cerveau qui fonctionne à l'oxygène fonctionne le mieux possible, mais en fait, moi ce que je conseille, c'est entre chaque match, de sortir de la salle et de respirer de l'air frais et de renouveler en oxygène. Je sais qu'à Birmingham, la salle était pas très proche de l'extérieur. En fait, c'était un centre des congrès, un énorme centre. Et quand on sortait de la salle, on était encore dans le centre des congrès. Il y avait encore quelques couloirs avant d'arriver à l'extérieur. Donc j'ai moins pris l'oxygène là-bas. Et c'est ma plus mauvaise performance, donc ça fait pas tout, mais je pense que en fin de journée, 9 rounds c'est très très long, et en fin de journée, ça peut faire la différence entre un nul et une victoire. Sur la ronde 8 et la ronde 9, ça peut faire 8 points de différence, et ce qui est énorme, hein, ça fait la différence entre une qualification ou une let it go et la millième place, hein, tout simplement. Donc moi ce que je faisais, c'est entre chaque ronde, je m'obligeais à passer aux toilettes, à boire de l'eau, à grignoter un petit peu et à prendre de l'air frais, de l'oxygène. Et de faire tout ça, ça fait que mes 9 rondes, je les ai faites vraiment avec un esprit très clair, et je n'ai pas ressenti de fatigue mentale. Et notamment à Borum, je sais que j'étais vraiment dans un très très bon état psychique. J'étais capable de me focaliser sur mon match, sur les cartes de l'adversaire. J'étais capable de savoir à n'importe quel moment combien de cartes il avait en main. Ça m'a servi d'ailleurs à un match où du coup je me suis aperçu que mon adversaire avait pioché une de ses encres en plus de sa carte. Donc voilà, il m'a dit qu'il n'avait pas fait exprès, mais bon, je pense que si je m'en étais pas aperçu, si j'avais été un petit peu dans le brouillard, je m'en serais pas aperçu, et comme de par hasard, il avait récupéré un bagarré, donc ça aurait pu changer l'issue du match. Donc voilà, pensez à bien vous oxygéner, à bien boire, à passer aux toilettes entre chaque match, hein, parce que c'est pas au milieu du match que faut vous dire ah, tiens je passerai bien aux toilettes là, et grignoter au lieu de manger un gros hamburger entre deux rondes, parce qu'il faut savoir que plus la digestion est lourde, et plus le corps va avoir tendance à mettre en veille certains organes pour compenser le fait que la digestion soit difficile. Et donc le premier organe que le corps va mettre en veille, c'est le cerveau. C'est pour ça que sur la digestion, on a un petit peu tendance à somnoler, surtout comme moi quand on a la cinquantaine. Donc si le match après le gros repas, en général, c'est un petit peu difficile. Donc si vous faites du grignotage tout au long de la journée, au niveau de la concentration, c'est bien mieux. Après, tout simplement, je vous dirais que on joue beaucoup mieux quand on prend du plaisir plutôt que quand on joue en étant frustré, en étant en train de repenser à la game d'avant, où on a perdu, où on n'a pas eu de chance, tout ça. Donc mettez de côté tout ce qui est négatif, prenez le plus de plaisir possible, et vous verrez que en général, quand on est heureux de jouer, on a plus de chance que quand on est frustré. Et enfin, dernier conseil, je vous dirais d'essayer de vous entourer, d'avoir
d'avoir une équipe. À l'Orcana, c'est super important. Parce que moi, voilà, j'ai la chance de faire partie des incolores. Là, je porte le maillot de l'équipe. Et c'est très très important d'être bien entouré. Parce que faire un voyage à plusieurs, c'est quand même bien plus sympa que de le faire tout seul. J'ai fait des tournois Magic tout seul. Je suis allé une fois à Bologne tout seul. C'est pas extraordinaire. Le fait de le faire à plusieurs, c'est quand même beaucoup plus sympa. En plus, quand on est plusieurs, on peut se prêter les cartes. Donc, j'ai déjà joué contre des gens en tournoi qui me disaient voilà, je joue ce deck-là parce qu'en fait, j'ai pas toutes les cartes. Et tout simplement, hein, quand on a un deck complet avec les cartes qu'on veut vraiment jouer et pas des cartes de remplacement, ça marche en général beaucoup mieux. Et donc, le fait d'avoir une équipe, le fait de voyager à plusieurs, de se prêter les cartes, de pouvoir s'entraîner ensemble, de se motiver les uns les autres, de se donner des astuces les uns les autres, c'est quand même un gros gros plus. Donc, désolé pour ceux qui vivent dans des coins reculés où il n'y a pas beaucoup de joueurs. Vous pouvez toujours intégrer une équipe. Il y a les NJDS, nos jeux de société, il y a la tienne, Jérémy, qui n'accepte pas forcément que les joueurs locaux. Nous, on n'est que des joueurs bordelais, mais d'autres équipes acceptent des joueurs de n'importe quel coin en France. Et donc, après, vous échangez sur Internet. Je trouve que c'est moins bien, mais voilà, c'est toujours mieux que de rester tout seul. Donc, entourez-vous d'une équipe, c'est toujours plus agréable et toujours plus profitable pour progresser à l'Orcana ou à n'importe quel TCG. Et peux-tu me raconter une petite anecdote, je sais pas, quelque chose qui t'aurait marqué lors d'un tournoi ou en général, depuis que tu joues à l'Orcana, le truc qui t'a marqué? L'anecdote la plus étrange pour moi, alors en fait, ce qui me surprend le plus à l'Orcana, c'est que, bon, tu sais, je fais quelques vidéos YouTube, mais bon, ça fait pas beaucoup de vues. Et moi, ce qui m'a le plus surpris, en fait, à l'Orcana, c'est en fait le fait que je passe un stream à Borum. Je m'attendais pas à qu'autant de gens voient le match et me reconnaissent ensuite. Et à Bologne, donc le tournoi suivant en Borum, je suis allé à Bologne et j'ai été étonné du nombre de personnes qui sont venues me voir en me disant « Ah, je t'ai vu en stream, tiens, j'ai vu ta vidéo qui en parlait, tout ça. » Franchement, à chaque fois, c'est un étonnement. Et on va pas se le cacher, mais ça fait vachement plaisir de voir quelqu'un qui te connaît pas du tout, qui t'approche et qui te dit « Ah, je t'ai vu en vidéo, j'ai bien aimé ce que tu as fait, tout ça. » Jérémy d'ailleurs, hein, je pense que c'est comme ça que tu m'as vu, hein, tu as vu une de mes vidéos et puis tu es venu me voir à Bologne. On a discuté rapidement parce que j'étais entre deux rondes, donc j'ai pas pu discuter plus longuement avec toi. Mais voilà, il y a des gens qui sont venus me saluer que je connaissais pas du tout et que donc je recroise maintenant à chaque tournoi. Mais il y a même, je me rappelle de Thibaut de nos jeux de société, je le vois à Bologne et puis je me suis dit, tiens, je vais aller le voir pour le saluer, pour me présenter, tout ça. Et en fait, il me connaissait déjà parce que Borum, il avait retransmis sur sa chaîne, il avait restreamé en fait mon match en direct, il me connaissait pas et dans son chat on lui a dit ah tiens c'est un Bordelais tout ça, donc il a commenté mon match et donc il me connaissait et je savais pas qu'il me connaissait, donc voilà, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien à mon ego, ça fait toujours du bien. Et même je sais qu'à Borum, quand je suis arrivé en top 64, je suis tombé contre un Belge, Adrien, et je me suis dit, allez, j'ai fait 70e à Lille, là je fais top 64, je vais essayer de mettre un petit peu la pression à mon adversaire. En fait, je me suis dit, lui, il n'a pas encore fait de grosses performances.
je vais essayer de mettre un petit peu la pression. Et en fait, je lui dis alors, qu'est-ce que tu as fait toi à Lille Il fait oh, bah, moi, ça n'a pas trop bien marché. Bon, il avait quand même fait 38 points, un truc comme ça, 38-39 points, donc ça, c'était quand même un bon niveau. Et moi, je lui dis ouais, parce que moi, voilà, à Lille, j'ai fait 70e. Donc j'ai voulu faire le mec expérimenté. Il me fait oui, je sais, je t'ai vu sur ta vidéo, je suis tombé dessus sur internet. Du coup, voilà, je me suis senti une petite célébrité comme ça. Du coup, on a papoté, on a sympathisé. Et moi, je voulais lui mettre la pression. Et en fait, on a sympathisé et je l'ai mis en confiance. Donc il m'aurait battu quand même parce qu'il avait un deck qui allait pas du tout à mon deck. Et puis il a très très bien joué. Il méritait tout à fait sa victoire. Mais voilà, je voulais lui mettre la pression. Et puis en fait, c'est pas du tout dans ma nature. Et on a sympathisé, je l'ai mis en confiance. Et je sais qu'il m'a remercié de cette partie. Il m'a dit, voilà, j'étais un peu tendu et j'ai fait exactement l'effet inverse de ce que je voulais. Je l'ai mis en confiance. Et il est allé jusqu'en demi-finale. Il a gagné son Mickey. Il est au championnat d'Europe. Et si j'y suis pour quelque chose, eh bien, j'en suis très content. Super. Et c'est quoi un petit peu tes autres centres d'intérêt ou autres passions dans ta vie, un petit peu en dehors de l'Orcana? Un petit peu ce que tu fais ou ce que tu as fait, voilà. Et aussi, est-ce que tu penses avoir des compétences extraordinaires? Alors, dans la vie, mes autres centres d'intérêt, quand j'étais jeune, j'étais passionné par tous les sports. Donc, j'en faisais un petit peu moi-même, mais tous les sports qui passaient à la télé, j'étais super. Je suivais toutes les compétitions, j'étais voilà, à fond, je connaissais tout sur tout. Et maintenant, beaucoup moins. Je continue un peu à suivre le foot, mais beaucoup moins qu'avant. En plus, je suis bordelais, donc voilà, si vous savez, les Girondins de Bordeaux, c'est pas la joie en ce moment. Donc voilà, donc beaucoup moins maintenant. Et puis après, avec une famille et des enfants, on peut pas non plus passer son temps sur le canapé. Ensuite, j'ai eu les jeux vidéo. Les jeux vidéo, tout ce qui a été Final Fantasy. Donc là, à partir de Final Fantasy 7, pour moi, ça a été une claque. Hein. C'est vraiment un jeu. Ça m'a fait passer dans une autre dimension. J'ai fait le 8, le 9, le 9.2, le 10. Après, c'est passé online, donc j'ai été obligé d'arrêter. Mais voilà, c'est vraiment des jeux qui ont pris beaucoup de temps. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces jeux vidéo. Et après, à 35 ans, il y a les TCG qui sont arrivés. Et je pense que ça sera jusqu'au bout. Il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas, mais voilà. L'avantage des TCG, c'est que mais il n'y en a pas que un ou deux, il y en a plein. Là, je joue aussi un petit peu à Star Wars. J'aimerais bien y jouer un petit peu plus, mais bon, financièrement, c'est pas possible. Et puis, bon, comme à l'Orcana, ça marche bien pour moi compétitivement, je me consacre quand même plus à l'Orcana. Voilà, je pense que les TCG, ce sera encore très longtemps pour moi. Sinon, les compétences extraordinaires, je pense pas avoir de talent particulier. J'aimerais bien être très fort dans un domaine, mais pour l'instant, non. Si je deviens champion d'Europe de l'Orcana, je pourrais dire que je suis super fort au TCG, mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas, donc non, pas de compétences extraordinaires. Merci Fabrice pour avoir répondu à mes petites questions. C'est vraiment sympa de ta part. Je suis très heureux de t'avoir accueilli pour cette discussion. Je te remercie de m'avoir invité pour cette interview et j'espère que ce sera la première d'une longue série. Ça voudra dire que j'ai gagné des tournois importants de l'Orcana, peut-être justement les champions d'Europe le mois prochain, mais bon. En tout cas, merci à toi de m'avoir invité. Et c'est où qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur Internet pour te suivre et avoir un petit peu d'informations sur les événements à venir et ton parcours? Alors, pour me suivre en général, c'est tout simple, regarde.
Hop, j'approche ça. Je sais pas si on voit bien. YouTube, @fablore. Il y a Twitch aussi, mais je suis pas très présent sur Twitch. Peut-être quand je ferai mes matchs sur la Mulligan Télé, parce qu'il y a un challenge qui s'est mis en place, le challenge de la Mulligan Télé, donc je serai en première division normalement. Donc je pourrais streamer des matchs intéressants. Et puis après, il y a Twitter, Fabrice Laurent. Hop. On peut voir notamment, j'ai fait des classements sur Google Sheet, j'ai fait des classements sur les tournois français de plus de 100 joueurs. Et j'ai fait aussi le tableau des challenges européens où j'ai additionné les points obtenus dans les 4 challenges européens. Et ça a bien marché. J'ai tous les joueurs, tous les gros joueurs européens qui ont retweeté le tableau. Et donc j'ai plein de gros joueurs européens qui me suivent sur Twitter maintenant. Ça me fait bizarre. Il y a même des joueurs aux États-Unis qui m'ont demandé de faire la même chose pour les États-Unis. Donc voilà, ça fait un mini buzz. Ça m'a fait très drôle et ça m'a fait très plaisir en même temps. Et donc voilà, vous pouvez me suivre sur tous ces réseaux. Et puis au niveau des tournois, je ferai le LCQ le mois prochain. Je vais essayer de me qualifier. J'ai pas trop le temps en ce moment de m'entraîner à l'Orcana avec du coup ma reconversion professionnelle. Là, je suis à fond dans les révisions. 25 ans après, c'est pas évident. Donc je vais faire le maximum pour me qualifier. Sinon, je vais essayer de prendre le plus de plaisir possible. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous me reconnaissez, si vous voulez me passer un petit bonjour, ça fait toujours plaisir de discuter avec les gens. Ok, c'est avec plaisir qu'on essaiera de se recroiser. Donc je pense que le prochain, on risque de se voir, si on trouve un moment, ça sera pour le LCQ, le Last Change Qualifier, au Newport Hotel à Disney Paris, où je participerai aussi. Et si on se trouve un moment, on ira se boire un café, se serrer la pogne et papoter. Si tu as un moment, en même temps, ça peut être très rapide. Hein. Je peux faire un match et ciao, et je suis au bar après. Donc on aura le temps de papoter à ce moment-là. Peut-être pas pour toi, on verra bien. Merci à toi Jérémy, et puis au plaisir de se recroiser un peu plus longuement lors d'un prochain tournoi. Bye. Encore merci à tous d'avoir regardé cette petite interview de Fabrice Laurent, alias Fablore. Je suis vraiment content de l'avoir eu aujourd'hui pour cette petite discussion. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris pas mal de choses. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces pour faire progresser la chaîne, la faire avancer. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à me recommander certains profils de joueurs que je pourrais interviewer, ou pas seulement des joueurs, ou des gens qui sont, je sais pas, qui gravitent autour de l'Orcana dans la collection. Ça peut être aussi intéressant. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Canalor Café. C'était Jérémy. Salut à tous.